Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en direct à la télé, sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos téléphones portables. Bref, aucune excuse si vous passez à côté. Bienvenue dans cette émission. Ce soir, on parlera du Festival international du film d'animation, à un mois tout juste de l'ouverture et à quelques minutes seulement de la conférence de presse qui annoncera la programmation de cette édition 2019. On y reviendra bien sûr. Nous accueillerons également une chanteuse pop-rock française actuellement en tournée dans nos départements. Lita Kira sera des nôtres sur ce plateau. Enfin, nous vous proposerons une idée sortie insolite. C'est dans le Valais que ça se passe avec les fondateurs d'Arbocamp qui nous rejoindront en fin d'émission. Mais vous connaissez le principe, on commence tout de suite avec les titres de l'actu qui seront développés ce soir. Ce soir, c'est Seb qui s'y colle. Salut Manu. Ça va Seb? Ça va, ça va. Et avec toi ce soir, d'ici 18h30 à peu près, on va parler d'une manifestation. Oui, une nouvelle journée de mobilisation partout en France à l'appel de l'intersyndicale pour une journée de grève unitaire contre le projet de réforme de la fonction publique voulu par Emmanuel Macron, le président de la République. Les revendications sont toujours un petit peu les mêmes, hausse des salaires, hausse du pouvoir d'achat, non à la suppression des postes. On entendra quelques réactions recueillies sur place du côté d'Annecy. Un autre gros dossier ce soir à l'actu, c'est un dossier sur les confitures. Oui, une confiture made in Haute-Savoie. C'est ce que propose Christelle Froidevaux du côté d'Évire. C'est Clémence Roaldès qui l'a rencontrée, cette passionnée qui produit des confitures de saison et de région. Pour tout savoir, 18h30, ce sera dans le JT. Restez bien fidèles à l'info sur 8 Mont-Blanc. Nous, on enchaîne avec une revue de presse. Et toi, tu vas nous parler des Crétins des Alpes. Oui, alors les Crétins des Alpes, je n'ai pas eu dans cette ordre-là, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu sais d'où vient cette légende des Crétins des Alpes? Alors, je crois que c'est l'iode. Ouais, bah. Alors, j'ai trouvé un article sur le site internet du Point. On y apprend qu'au même titre que le monstre du Loch Ness, le Yeti ou encore les Martiens, la légende du Crétin des Alpes a été popularisée par le capitaine Haddock dans les aventures de Tintin. Antoine Debec, un historien, vient de sortir un livre parce qu'il s'est intéressé justement à ce phénomène. Un livre qui s'appelle Histoire des Crétins des Alpes. Tout commence dans les années 1830 dans les Alpes françaises et suisses où on recense bon nombre d'hommes et de femmes de petite taille souffrant d'insuffisance thyroïdienne, mais aussi de handicap physique et de handicap mentaux. Selon les chercheurs de l'époque, cette particularité géologique des sols montagneux, la mauvaise qualité de l'eau, l'altitude ou encore la pollution et la consanguinité pourraient expliquer ce phénomène. Parallèlement à ces études, le crétin des Alpes devient un sujet de littérature et c'est en 1922 que le mystère est percé, tu l'as dit. Le crétinisme des Alpes est la conséquence d'une insuffisance d'iode, élément chimique qui est assez rare en altitude quand on est loin de la mer. Donc n'oublions pas qu'il s'agit comme d'une légende, donc chacun aura son avis, en tout cas une histoire assez importante. Et ce livre d'Antoine Bec est assez intéressant. Et c'est marrant parce que chez les femmes, je crois que ça faisait des goitres de ce côté. Un autre article et on passe côté suisse. Oui, il a 23 ans, il s'appelle Mikey Molinas. Et c'est le nouveau champion du monde de pétanque. Ce Genevois s'est imposé le week-end dernier en finale des championnats du monde contre la légende française Henri Lacroix, 16 fois champion du monde, avec en bonus un scénario incroyable, puisque le Suisse a remporté le match 13-12 sur la dernière main. La compétition avait lieu du côté d'Almeria en Espagne. Et pour Mikey Molinas qu'on voit à l'écran, ce titre peut s'apparenter à un miracle, puisqu'en demi-finale, il a été mené 12-3 par son adversaire. Il a réussi à renverser la tendance. Et pour son retour en France, le nouveau champion, retour en Suisse, pardon, le nouveau champion du monde a été accueilli en héros du côté de l'aéroport. Il s'agit là du premier titre de champion du monde pour la Suisse depuis 1980 et les choses sont décidément bien faites puisque les prochains championnats du monde en 2020 auront lieu du côté de Lausanne puisque donc Mikey Molinas pourra défendre son titre à domicile. Grosse pression. On reste en Suisse avec un institut d'examen qui crée la polémique. Oui, tu le sais peut-être, la grogne gronde du coup contre un test cantonal côté suisse, plus particulièrement dans le canton de Genève. Il s'agit du test d'attente fondamentale, le TAF. Fin mars, sous la pression des professeurs, cet examen avait été annulé pour les jeunes de secondaire, mais maintenu pour les élèves de cycle. Au cœur du problème, c'est le thème de cet examen. Les questions portaient en effet sur les ados migrants non accompagnés. Or, à Genève et dans le canton, un grand nombre, à peu près quelques centaines de ces élèves sont issus de la migration. Donc c'est un thème jugé inadéquat, trop perturbant et risquant de faire ressortir des traumatismes selon le corps professoral. Hier, c'est donc une pétition munie de à peu près 375 signatures qui a été présentée à l'éducation cantonale pour tenter d'annuler le test. Une action soutenue par 2 syndicats de professeurs. Mais aujourd'hui, toujours aucune nouvelle. Donc on attend de savoir ce qui va se passer dans la suite. Je sais que tu es un grand fan de la Maurienne. Oui, on va faire un petit détour en Maurienne et c'est le cas de le dire puisque la ville de Saint-Jean-de-Maurienne figure cette année parmi les plus beaux détours de France selon un célèbre guide touristique. Mais
mieux encore, c'est une photo de Saint-Jean-de-Maurienne, celle-là même que tu vois, qui a été mise en couverture du livre sobrement intitulé les 100 plus beaux détours de France. Alors que si pour tout habitant étranger de la vallée, le voyage en Maurienne est synonyme de détour, forcément, c'est pas nous qui dirons le contraire. On a l'habitude de dire c'est beau mais c'est loin. Saint-Jean commence petit à petit quand même à se faire un nom sur le paysage touristique français, grâce notamment à ses cols mythiques, très appréciés des cyclotouristes, grâce également au parc national de la Vanoise. Bref, il s'agit là peut-être d'un début de notoriété pour cette ville dont les traces remontent quand même au VIe siècle après Jésus-Christ. Pour être totalement complet, je rajoute qu'il y a une autre ville de Savoie-Mont-Blanc qui fait partie de ce guide et des 100 plus beaux détours de France, c'est La Roche-sur-Foron. Merci beaucoup, Seb. Merci à toi. On se rappelle pour le rappel des titres. Et tout de suite, on rejoint par la magie du direct Michael Marin qui devrait nous rejoindre via Skype pour parler du Festival international du film d'animation. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Alors, d'ici quelques minutes va avoir lieu la conférence de presse de présentation de cette édition 2019. Le festival, quant à lui, commence dans un mois tout pile. Alors, question bête, à un mois, est-ce que vous êtes prêts? Il reste beaucoup de choses à faire? Alors, on a déjà bien travaillé, mais on n'est jamais prêt. Bien sûr, avant un mois, avant la manifestation, on ne peut pas être prêt. Donc là, la pression monte. On a énormément de travail pour finaliser les derniers deals et puis rentrer dans le détail de l'organisation des nombreux événements qui vont se dérouler pendant cette belle semaine. Alors, cette année, ce sera l'animation japonaise qui sera à l'honneur. C'était déjà le cas il y a 20 ans. On revient parce qu'on n'en avait pas assez fait ou c'est parce qu'il y a un changement de génération sur les grandes stars montantes? Alors, je ne sais pas si on n'en avait pas assez fait. Ce qui est sûr, c'est en 20 ans, l'animation japonaise a explosé, la visibilité de l'animation japonaise a explosé au niveau mondial. Le festival d'Annecy a aussi grandi, il a une belle notoriété et donc nous souhaitions à la fois additionner ces deux forces et puis c'est vrai, saluer une génération qui arrive, qui connaît déjà pas mal de succès, qui vient dans la foulée, dans la continuité de réalisateurs que nous avons reçus à Annecy comme Isao Takahata ou Hayao Miyazaki. Et donc, ça sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir une cinématographie qui est, en matière de cinéma d'animation, une des meilleures au monde. Alors on parle déjà beaucoup du MIFA Campus, le marché international du film d'animation, dont la marraine est une habituée des lieux, parce que ce n'est d'autre que Nora Twomey qui a été primée l'année dernière. Oui, alors le MIFA Campus, c'est un événement qui se déroule au sein du marché du film. C'est un événement qui se déroule le mardi, complètement dédié aux talents et aux étudiants. C'est un événement où il va y avoir différentes interventions. Nous souhaitons vraiment mettre l'accent sur l'accompagnement, la transmission. C'est une industrie où la place des talents est fondamentale. Et c'est vrai qu'après avoir eu plusieurs parrains, dont Guillermo del Toro, nous souhaitions avoir une marraine, puisque Annecy a signé la charte 50-50 pour 2020 pour la parité dans l'audiovisuel et le cinéma. Et donc, il était important pour nous d'avoir une marraine cette année et une marraine dont le film a été dans la course aux Oscars récemment. Alors, loin de prendre les mêmes et de recommencer, il y a pas mal d'innovations cette année, notamment une compétition et un cristal spécial pour les œuvres en VR, en réalité virtuelle. C'était nécessaire pour vous ? Oui, parce que c'est une tendance et aujourd'hui, il y a vraiment de la matière. On a reçu un peu moins de 100 œuvres en réalité virtuelle, donc, et une qualité pour avoir une compétition. Et puis, nous allons, pendant l'édition 2019 et dans le futur, développer la visibilité de ces nouvelles formes de création animée. Alors, on parle de réalité virtuelle, on peut aussi parler de réalité superposée, de réalité augmentée. Et donc, nous allons le faire à la fois pour les professionnels du cinéma et d'animation avec une compétition qui s'ouvre pour les œuvres en réalité virtuelle. Nous allons le faire côté marché du film avec des espaces dédiés, énormément de rencontres qui vont traiter des sujets de ces nouvelles formes de création. Et puis nous le ferons pour le grand public. Le grand public pourra découvrir dans l'enceinte du Haras, dans un chapiteau en forme de dôme, des expériences immersives pour le grand public. Alors bien sûr que les puristes se rassurent, on retrouvera également tous les incontournables du festival, les projections, les dédicaces, les expos et encore beaucoup d'autres choses.
Oui, bien sûr, c'est un feu d'artifice d'événements et de propositions aussi un virage qu'on prend, c'est une ouverture plus forte pour le grand public qui va retrouver bien sûr les projections sur l'écran géant, sur le paquet, mais également dans d'autres endroits, à Anne-Sylvieux, à Cran-Gevrier, à Sénaux. Nouveauté, on commencera le week-end d'avant avec les Annéciens, il y aura une projection plein air à Métais, ça sera le vendredi. Le samedi, il y aura une projection de Drago dans l'enceinte du Haras. Cette projection, elle vient saluer une exposition qui va ouvrir samedi, puisque ça sera une exposition dans l'enceinte du Manège au Haras dédiée à la trilogie Dragon, dont Dragon 3 est sorti récemment. Également des avant-premières pour le grand public qui auront lieu au Pâté, donc les films qui seront dévoilés en avant-première pour les professionnels. Je pense notamment à Playmobil, qui est notre film d'ouverture, Toy Story 4, Le Voyage du Prince de Jean-François Laguioni. Le grand public pourra le découvrir au Pâté entre le mercredi et le samedi, avec une billetterie qui va ouvrir dans quelques jours. Et donc les Annéciens pourront, et les Hauts-Savoyards pourront dans quelques jours préacheter leurs billets pour ces séances. Merci beaucoup, Michael, pour toutes ces précisions. Bon courage pour la conférence de presse qui va suivre d'ici quelques minutes. Je vous le rappelle, bien sûr, cette conférence de presse, vous pourrez la suivre en direct sur notre antenne, sur notre page Facebook. Et bien sûr, on continuera à s'intéresser au Festival du film, Festival international du film d'animation. Michael Mahin sera de retour sur notre plateau quelques jours avant le début des hostilités pour nous faire un historique complet de cette manifestation. Mais tout de suite, on enchaîne et on va parler culture et musique avec notre première invitée, Lita Kira, qui est parmi nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'être là, déjà. Alors, vous êtes ici car vous faites un petit détour au sein d'une tournée oui. dans les parages. On y reviendra dans quelques minutes. En un premier temps, si vous le voulez bien, je voudrais revenir sur votre parcours qui est assez atypique, il faut le dire. La France a commencé à vous connaître en 2009 avec notamment X Factor, une émission dont vous avez fini en demi-finale. Ça a vraiment lancé les choses pour vous? Oui, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est le métier que je veux faire. Donc, j'étais la bassiste et la choriste d'un groupe. Et je me suis dit, j'aime tellement chanter, j'aimerais que ce soit moi sur le devant. Donc j'ai quitté ce groupe de l'époque et après je me suis formée pour monter donc, mon projet qui s'appelle Lita Kira et avec lequel je tourne en ce moment. Voilà. Ouais, une de vos particularités, juste, c'est un peu que vous touchez à tous les instruments. Vous le disiez, basse, guitare, même xylophone, chant. Seul sur scène, c'est vraiment votre point d'ancrage et votre particularité. Oui, c'est ça. Au départ, j'avais des musiciens. Après, avec le temps, c'est vrai que j'ai dû faire quelques choix pour pouvoir en vivre et pouvoir être mobile sur l'année complète, en fait. Donc, je suis en solo depuis 2 ans et demi maintenant. Et voilà, ça me permet de toucher à tout, de faire de la basse, du chant, des chorégraphies, partager avec le public d'une autre façon. Et c'est une formule que j'aime beaucoup, et effectivement. Ça doit être chaud sur scène de passer d'un instrument à l'autre comme ça. On arrive à garder le souffle quand même pour chanter? Justement, je pense que si j'étais seulement en guitare-voix, peut-être qu'au bout d'un moment, il y aurait peut-être une petite lassitude, les gens s'endormiraient un petit peu, donc j'aime bien alterner. Donc il y a des moments acoustiques calmes, des moments où vraiment là c'est la fête, c'est le rock, etc. Et il y a aussi des moments chorégraphiés, donc là où j'ai pas d'instrument, je suis seule en scène juste à micro-voix. Et là, je peux vraiment communiquer avec le public, aller le chercher avec des déplacements, etc. Donc c'est sûr qu'avec une basse, un pied de micro, je pourrais pas le faire. Donc j'alterne 3 moments comme ça, basse, guitare-voix et chant seul. J'ai découvert que vous vous produisez toujours avec des tenues de votre propre création. Oui, exactement. Rose, noir, c'est toujours un petit peu le thème. Vous assumez du coup votre côté pink rock vraiment marqué. Oui, c'est ça. En fait, au départ, on se cherche une image donc pour être reconnaissable tout de suite. Donc moi, j'aimais beaucoup le rose. Et c'est vrai que comme je fais du rock un peu énervé, je voulais pas que ça fasse trop fifille. Donc j'ai créé un style un peu comme ça, avec des matières un peu qui brillent, du simili-cuir, etc. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque nouvelle tournée, j'essaie de me faire une tenue complète. Et parce que le visuel est important aussi dans mes concerts. Donc j'essaie toujours de créer quelque chose qui soit à la fois visuel, musical, dans les paroles, quelque chose de cohérent en fait. Il y a à peu près un an, vous sortiez un album, 12 titres, qui est juste là, justement, qui est juste là, épineuse. Pour vous, c'est un petit peu la consécration, l'achèvement de pas mal d'années de travail quand même. Oui, c'est sûr. J'avais fait un premier EP en 2014, le deuxième en 2016. Et voilà, là, enfin, 12 titres. Donc, on s'exprime différemment que sur
un 5 titres où on va mettre une ou deux chansons très fortes, une balade pour montrer une autre facette. Là, sur 12 titres, on peut montrer une palette beaucoup plus fine en fait de ses influences. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et je suis ravie qu'il soit enfin sorti. Donc, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et bien justement, téléspectateurs de 8 Mont Blanc, on vous propose un petit extrait de cet album, Épineuse, avec Lita Kira, qui est avec nous. Tout de suite, on écoute. Les soirs d'orage, à quoi servaient tous ces appels? Si quand tu pleures, tu coupes ton tel. Mais moi, je sais aussi ne pas sourire, rester. Alors, on va pas dévoiler tout de suite, hein. Il faut quand même que les gens viennent vous voir en concert, absolument. puisque des concerts, il y en a qui sont prévus dans le département et d'ici pas longtemps, à ce que je crois. Oui, c'est ça. Le 18 mai, je serai à Bonneville et le 15 juin à Marin. Donc 2 dates en Haute-Savoie. Grosse tournée, promotion justement de cet album qui va se poursuivre, j'imagine, après hors Oui. de nos départements. Oui, après, j'aurai des dates dans le sud de la France, à Montpont-Ménestérol, à Ourtin. Donc je me balade vraiment dans chaque partie de France et je suis très heureuse à chaque fois d'être très bien accueillie, comme aujourd'hui. Donc encore merci beaucoup. Comment ça se passe la promotion d'un album? Ça veut dire tourner, tourner, tourner. Il y a le temps quand même un petit peu de composer à côté, de penser à soi, de se ressourcer, ou concrètement c'est le rush 24/24? C'est quand même pas mal le rush, mais bon, on s'en plaint pas parce que c'est ce qu'on cherche, avoir de l'exposition. Donc on alterne entre justement les concerts, les radios, les télés quand on en trouve. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on est en indépendant de toucher les médias. Donc quand on en trouve, on y va avec grand plaisir. Et puis après, voilà, c'est composer, c'est s'entraîner, toujours être prêt. Si demain on m'appelle quelque part en Europe, paf, j'y vais. Donc faut toujours être au taquet, quoi. Donc c'est une discipline. Dernière petite question, est-ce que Oui. déjà on pense à l'avenir, à la suite? oui. Il y a un nouvel album, un prochain album, peut-être des titres en préparation? Oui. Bah, moi, je compose H24, j'ai envie de dire. Donc, j'ai déjà dans les tiroirs des compos de prêtes. Il y en a déjà une qui est sur mon YouTube, qui est une exclue, donc qui n'est pas sur l'album que j'ai composé déjà depuis. Et bien sûr, on veut un deuxième album, un troisième, des tournées mondiales, partir au Japon. J'ai plein de rêves comme ça. Donc, de toute façon, je continue et puis j'espère tous les réaliser. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite Merci beaucoup. dans votre parcours. Merci beaucoup d'avoir fait un petit détour par chez nous. Merci à vous. Je vous laisse repartir direction la régie pour accueillir nos prochains invités, en la personne de Yac Vulmelemier et Pauline Abette. Messieurs, dames, bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Et alors, vous deux, vous êtes les cofondateurs de Arbocamp. Arbocamp, alors on va resituer, c'est un concept un peu particulier, novateur, hébergement insolite, activité un peu nature, totalement dans l'air du temps. Première question, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire justement un concept d'hébergement insolite comme ça? Est-ce que c'était un lieu d'abord qui vous a parlé? Est-ce que c'est les tentes suspendues comme on le voit là qui ont donné un petit peu de la suite dans les idées? Comment ça s'est passé? Alors, on va dire qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, professionnellement, moi, j'ai eu un souci de santé avec une épaule, alors j'ai dû trouver une nouvelle chose à faire. Et puis, nous, on voyage pas mal pour aller grimper. On a un petit bus où on va dormir un peu dans des coins superbes. On se fait des bonnes bouffes le soir. On s'est dit que c'était sympa de pouvoir offrir ça aux gens, de pouvoir transmettre un peu ça comme ça. Et puis en parallèle, j'ai mon père qui a aussi des maisons dans les arbres et puis qui lui a vu ses tentes, il a dit il y a peut-être quelque chose à faire et puis on a un peu travaillé sur le projet puis c'est comme ça que c'est né. Voilà. Alors vous êtes basé en Valais, pourtant il y a beaucoup de monde qui s'intéresse aujourd'hui à ce type d'hébergement et à Arbocamp. J'imagine que vous avez des réservations qui viennent d'un petit peu partout. Alors oui, surtout Valais, Vaud, enfin surtout la Suisse romande, mais on a aussi de plus en plus de Suisses allemands qui viennent, de Français aussi. Donc on peut dire que ça touche un large public maintenant, ça commence à bien prendre et ça intéresse les gens. Ouais. Justement, c'était ma prochaine question. Ça s'adresse à qui concrètement? Au citadin qui veut un peu sortir de chez lui ou à la personne qui connaît un peu la nature mais qui veut s'immerger encore un peu plus? Alors on a un public qui est assez large quand même. C'est vrai que la majorité des personnes qui viennent, c'est plutôt des couples entre 25 et 35 ans à peu près,
qui sont plus ou moins, enfin plutôt citadins et justement qui recherchent un peu plus ce côté nature, qui ont envie de vivre une expérience vraiment dehors, au milieu un peu de rien, mais qui sont peut-être un peu retenus par tout l'aspect logistique ou qui ont un peu peur de se lancer. Donc c'est vraiment une aventure totalement dans la nature, mais qui permet d'avoir quand même son petit confort, la tente qui est déjà montée, C'est les important, repas j'ai de l'impression. qualité avec. Donc voilà, c'est un peu ça. Après, on a quand même on a des familles qui viennent, on a des enterrements de vie de jeune fille ou de vie garçon qui se font aussi. On a eu un couple de 75 ans qui sont venus la saison passée. Donc le public est quand même assez large. Alors là, on voit quelques images de l'hébergement, mais concrètement, ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'il est possible de faire beaucoup de choses, y compris des activités. Alors comment ça se passe quand on arrive à Arbocamp? Qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement? Alors, donc, pour la première saison, on avait juste, entre guillemets, l'hébergement. Pour cette deuxième saison qu'on va lancer ce week-end, on propose en plus la possibilité de faire des activités, donc randonnée avec une accompagnatrice en montagne, yoga, VTT, on a encore initiation à l'escalade et puis produits du terroir. Donc, il y a la possibilité d'aller faire le fromage à l'alpage, vu que les différents campements sont placés entre 3 différents alpages. Donc, il y a possibilité d'aller directement dans le concret avec les fromagers pour faire son propre fromage. Je pose la question piège. Au niveau du prix, c'est vrai que généralement, de notre côté français, on a toujours l'impression que ce qui est côté suisse, c'est inabordable pour nous. Pourtant, il y a des prix qui sont à peu près intéressants. Ça se situe à peu près dans quel ordre? Alors nous, on a voulu justement pouvoir proposer la nuitée séparément des repas, donc c'est pas un package complet. Donc en fait, le plus bas prix que vous allez trouver, c'est pour 150 francs pour 2 personnes hors saison, on va dire. Donc ça veut dire hors vacances et hors week-end. Puis là, pour 150 francs, vous pouvez venir dormir. Il y a de quoi faire aussi déjà du thé, du café. Il y a des toilettes sèches sur place. Il y a une table, des chaises, tout ça. Et puis après, en haute saison, il y a un petit plus à mettre. Et puis après, vous pouvez choisir des déjeuners, apéros et soupers avec des produits de la région à rajouter en plus à votre réservation. Voilà. J'imagine que la saison, vous le disiez, est en train de partir. Ça va commencer ce week-end. Déjà une visibilité sur l'été? Oui, on a déjà beaucoup d'intérêt pour les week-ends. Les vacances aussi commencent à se remplir en été. Et puis par-ci par-là, un peu en semaine, les gens se réveillent avec les beaux jours qui arrivent, l'envie d'aller en montagne et puis de poser les skis. Donc ça serait du bon pour nous, ça s'annonce bien. Ouais. On dit souvent que sur ce type d'hébergement un peu insolite et d'activité insolite, le plus important, c'est le référencement. Aujourd'hui, on peut vous trouver quelque part dans des catalogues. Ça a été une partie de la réflexion ou concrètement, vous officiez déjà dans la vallée, un petit peu plus loin? Alors, on a commencé simplement avec notre site internet qui est fait quand même par des professionnels. Donc, au niveau référencement sur internet, ça sort assez bien. Après, on est sur Facebook et Instagram. On est pour l'instant un peu plus actif sur Facebook, sur Instagram. Et puis après, c'est vraiment beaucoup le bouche à oreille. On est paru dans le magazine loisirs.ch également, mais je pense que la grande majorité des gens qui ont entendu parler de nous, c'est vraiment par le bouche à oreille. Quelques personnes qui sont venues, qui en ont reparlé, etc. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne quand même le mieux. Aujourd'hui, vous arrivez à l'équilibre, vous arrivez à en vivre ou concrètement, il va falloir développer encore des moyens, d'autres temps, d'autres activités pour pouvoir rendre ça pérenne? Alors pour l'instant, je dirais que moi je suis le seul salarié de l'entreprise, donc pour l'instant on est parti, ça fait qu'une année qu'on a lancé l'entreprise, donc on y va tranquillement. Mais pour l'été passé, j'ai réussi à en vivre, disons, juste pour l'été, j'ai travaillé encore cet hiver, c'était encore différent. Mais voilà, on ne sait pas encore vraiment, on a peut-être un projet dans les quelques années à venir un peu plus conséquent. Mais voilà, on verra, on est ouvert. Et puis, pour l'instant, on est plutôt optimiste sur ce qu'on pensait, donc c'est chouette. Ouais. Ouais, c'est à voir encore, mais l'idée, c'est vraiment pas devenir une trop grande entreprise. On est aussi proche de l'environnement, respectueux de l'environnement. Et on aimerait, dans l'idée, c'est clair, il faut qu'on puisse en vivre, mais dans l'idée, on n'aimerait pas devenir une grosse entreprise où ça devient, où toutes nos valeurs seraient un peu perdues, en fait. Bien sûr, j'imagine justement que ces valeurs, elles sont importantes à vos yeux, le retour à la nature, au-delà d'un effet de mode, si oui. Je peux me permettre, ça vous correspond vraiment dans votre vie de tous les jours. Oui, c'est clair, nous on essaye de vivre comme ça, et puis c'était aussi un peu le entre guillemets, contrat qu'on avait pour faire ça, c'était de laisser aucune trace derrière nous, de changer régulièrement les emplacements, d'avoir un bon contact avec les alpages aussi, parce qu'il y a les vaches qui viennent aussi un peu là autour, donc il faut essayer de tout coordonner pour que ça puisse être d'année en année refait un peu aux mêmes endroits sans faire de dommages à la nature. Et puis nous on est assez sensible à ça parce que
ben voilà, dans la montagne et tout ça, on aime bien ça. Moi, je suis forestier aussi à la base. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou dans nos passions, on adore être dehors, donc on va faire le maximum pour avoir le moins d'impact possible. Et ça, c'est un beau message. Merci à tous les deux, en tout cas. Vous l'avez compris, hein, si vous êtes en manque d'inspiration pour un week-end ou même un soir dans la semaine, sait-on jamais, vous l'avez trouvé la solution, c'est en Valais que ça se passe, direction Arbocamp. Toutes les informations, bien sûr, sont sur le site internet dédié. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci. Je vous laisse repartir direction la régie. Le temps pour moi de rappeler Sébastien Germain pour le rappel des titres. Et avec toi, d'ici quelques minutes, on va parler de manifestation. Oui, journée unitaire, grève unitaire un peu partout en France. 9 syndicats à l'origine de cette nouvelle journée de mobilisation. Malgré la pluie, il y avait du monde du côté d'Annecy. On écoutera quelques réactions. Les revendications n'ont pas trop changé. Hein. Hausse des salaires, hausse du pouvoir d'achat et non à la suppression des postes. Autre dossier, celui d'une faiseuse de confiture. Oui, elle s'appelle Christelle Froidevaux, elle est établie du côté d'Évire. C'est Clémence Waldes qui l'a rencontrée. Elle est passionnée, elle fabrique des confitures maison et de saison. Reportage complet, 18h30, ça ce sera juste après la pub. Restez avec nous, à tout de suite.